Je pense que c'est bon. Bien, alors, donc vous pouvez imaginer que c'est un exercice un petit peu compliqué pour moi. Je ne suis ni artiste, ni designer, ni biologiste. En fait, je suis chimiste. Donc du coup, je me sens un petit peu, j'espère pas le caillou dans la chaussure, mais un petit peu à part. Mais je vais justement essayer de profiter de cette singularité pour vous présenter un petit peu ma vision de la thématique que vous abordez aujourd'hui via ce qu'on a me demandé d'être une étude de cas. Et ce nom m'a fait un petit peu sourire parce que dans notre domaine, une étude de cas, c'est en général quand il y a eu un incident dans un laboratoire et qu'on essaie de comprendre ce qui s'est passé. Voilà, mais vous allez voir que là, il y a une rencontre, mais certainement pas un incident. Alors, le titre que j'ai choisi, qui s'appelle Mobilis in Immobili, résume beaucoup de choses de ce que je vais vous raconter, très lié à ce qu'on fait avec l'IA, mais plus généralement aux quelques remarques que j'espère que vous ne trouverez pas trop terre à terre de ce que j'ai choisi de mettre dans cette présentation. Alors voilà, ça c'est là où j'ai peur d'être toujours très terre à terre, mais du coup, comme l'idée c'est de voir un petit peu l'état de ma réflexion actuelle dans mon interface avec l'IA, je vous présente des choses que vous allez peut-être rire, mais pour moi c'est l'état actuel de ma réflexion. Donc si on réfléchit au rapport entre art et science, qui est un petit peu ce qui m'a amené ici en fait, il y a une approche qui est très basique, mais qui pose des bases, qui est de se dire l'artiste et le scientifique part d'un même système, observe un même système, regarde un même système qui est le monde qui nous entoure. Et le scientifique, quelque part, l'interroge en théorie par l'objectivité pour essayer de le rendre compréhensible. D'accord ? La vision qu'un scientifique comme moi peut avoir de la démarche artistique, ce qui ne veut pas dire que c'est la bonne, mais c'est ma vision, c'est que l'artiste interroge le monde par sa subjectivité pour le rendre perceptible. Voilà. Et la vision est un petit peu entre le rendre compréhensible et rendre perceptible. Alors évidemment, quand on est scientifique, hein, on essaie toujours de se dire que c'est jamais blanc et noir, 1 et 2, si opposés. Hein, donc on pense aux gens qui ont été capables de combiner la science et l'art à des niveaux très élevés. Alors j'ai mis Léonard de Vinci, évidemment, et puis Goethe. Donc Goethe avec à la fois évidemment ses œuvres littéraires et puis tout le travail sur la théorie des couleurs hein, qu'il a développé. Et puis vous continuez à essayer de faire des oppositions ou des parallèles. Et puis vous trouvez par exemple, je trouve que ces deux images qui sont des belles images de cette interface hein, entre le penseur d'un côté et puis une radiographie d'un homme assis de l'autre. Finalement, on regarde un peu la même chose, on regarde avec des moyens différents. La question est de savoir, est-ce qu'on ressent une émotion différente? Est-ce qu'en voyant le penseur, ça ne nous amène pas à nous reposer des questions d'anatomie, hein, puisque pour arriver à faire le penseur, il faut connaître de l'anatomie. Et puis finalement, est-ce qu'il n'y a pas une certaine émotion esthétique à regarder cette radiographie? Et du coup, si on essaie de réfléchir à ça, l'approche un petit peu basique que j'ai, c'est de se dire que ce qu'il y a de commun finalement entre l'artiste et le scientifique, c'est la production de signes, au sens élargi par rapport à Merleau-Ponty, hein, c'est-à-dire à la fois quelque chose qui est un signifiant et un signifié. Alors, so I must apologize, I'm not sure if means and meanings are the true translation for what I want to say. But let's say the object and the concept behind the object. Alors, en ce qui concerne ce qui nous concerne, et je dirais le signifiant, évidemment, il se trouve que moi j'ai eu l'occasion de rencontrer Édouard Decacq il y a 2-3 ans à l'occasion d'une autre journée autour du bioart, et pour moi, effectivement, le travail qu'il a réalisé d'aller introduire ces gènes dans des plantes, etc., c'est pour moi un des exemples types de cette convergence de moyens, hein, de signifiants entre la science, la biologie dans ce cas-là, et une approche artistique. Une discussion qu'on a souvent avec l'IA, c'est d'essayer de savoir dans quelle mesure, par exemple, notre regard de scientifique change notre vision sur ce type d'œuvre. Voilà. Est-ce que nous, en tant que scientifiques, on regarde cette œuvre comme quelqu'un qui n'a pas notre formation scientifique la regarde? Et je crois que ça, c'est une question, enfin, on en discute, et je trouve que c'est une question très très importante. Comment notre culture et notre vision de l'aspect peut-être plus technique nous amène à regarder ça un petit peu différemment. Alors, dans le concept maintenant, alors je suis désolé, du coup là c'est écrit en français et je vais peut-être le traduire rapidement en anglais. C'est une réflexion qu'a eu Étienne, je crois que c'est Étienne Klein, sur la physique et l'art.
Et l'idée est de se dire, voilà, cette convergence, soi-disant convergence entre science et art, est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle a un sens? Est-ce qu'elle est illusoire? Donc, je vais le repasser en anglais, peut-être en quelques mots. Oui, ou comme... Ok, bah alors, comme tu veux. Donc, du coup, voilà, l'idée de se dire que les artistes et les scientifiques en tout cas, gravissent, voilà, j'aime bien l'expression en fait, gravissent la même montagne, mais par des phases différentes. Voilà. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une illusion? Et ce qui est mis en avant, c'est est-ce qu'effectivement ils peuvent gravir la même montagne, mais est-ce que c'est pour faire la même chose? Effectivement, est-ce qu'il y a une convergence? Et son point de vue à lui, qui n'est pas forcément le mien, c'est de dire pas du tout, ce rapport entre science et art, c'est une rencontre, et ça peut être un conflit, ça peut être l'occasion de se poser des questions, et vous savez que une des bases de la science, c'est avant tout de se poser des questions et de poser du doute. Hein. La science n'est intéressante que si elle lève des doutes, pas si elle amène forcément comme ça a été dit, hein, toutes les connaissances évoluent, et il faut surtout garder. C'était écrit, je ne sais pas si c'est toujours écrit à l'entrée de l'école de chimie, de la SPCI, il y avait une belle phrase autour de la science et du doute qui était installée. Elle y est toujours. Voilà, ça c'est une belle phrase pour les scientifiques. Alors, du coup, si on arrive au travail avec l'IA, donc pour être très concret, puisqu'on fait une étude de cas, un jour je reçois un mail. Bonjour, je m'appelle Lia Giraud, je suis étudiante à l'ENSAD et dans le cadre du projet SACRE PSL, je vous contacte parce que voilà, on cherche un encadrant scientifique pour cette thèse. Et là, du coup, vous dites OK, alors je vous envoie une documentation avec mon projet pour que vous voyez ce que je veux faire. Ouais, alors donc du coup voilà, donc ça, ah oui, bah, c'est vraiment joli. Et du coup, la première chose que vous faites, c'est vous le regardez de votre œil de scientifique, hein, et vous vous dites, ben voilà, si je veux être capable d'intervenir dans ce type de projet, il faut que j'y applique ma grille scientifique. Et une grille scientifique, c'est quelle est la question que pose ce projet, qu'est-ce qu'on en sait, quelles sont les hypothèses, comment est-ce que je peux les confirmer ou les infirmer, et finalement, pourquoi. Alors, j'ai pas dit à quoi ça sert, j'ai dit pourquoi. D'accord? C'est très différent. Donc du coup, je vous demande pas de dire, hein, mais il se trouve que comme par hasard, elle avait été gentille, l'IA, et du coup, elle m'avait écrit une page avec voilà, un paragraphe pour chacune des choses que je cherchais. Donc c'était formidable. Je dis pas que j'ai compris tout ce qu'elle avait écrit, mais en tout cas, j'avais l'impression d'avoir un plan que j'étais à peu près capable de suivre pour envisager de travailler ensemble. Alors je reviens quand même à ma question du signifiant et du signifié. Hein. La question c'est si on veut travailler ensemble, il faut qu'on se trouve un moyen d'interaction. Et finalement sur les méthodes, hein, les questions qui se posaient, c'est finalement comment je peux l'aider. Hein, d'abord c'est un des premiers buts d'un encadrant de thèse, c'est comment je peux l'aider à avancer. Et éventuellement, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter techniquement? Est-ce que le travail qu'elle envisage va m'amener à développer des nouveaux objets et des nouvelles approches techniques, des nouveaux moyens? Et puis après, il y a l'aspect concept. D'accord? Et là, le concept, c'est dans quelle mesure mes concepts scientifiques peuvent s'intégrer à sa démarche artistique, à ses concepts artistiques, et de la même façon, comment son approche artistique peut contribuer au développement de mes concepts scientifiques. Et ça, c'est vraiment la vraie difficulté de cette interface. Alors, comme l'IA vous a présenté un petit peu son projet, est-ce qu'il y a 7 minutes, c'est parfait. Elle vous a donc montré ces images qu'elle formait avec ces microalgues dont Claude vous a parlé, et de la façon dont elle forme une image, et elle a bien évoqué qu'en tout cas, pendant un des aspects de son travail, même si elle est allée un petit peu plus loin, elle est arrivée avec la question, est-ce que ces images qui sont temporaires finalement, qui sont fugitives, est-ce qu'on aurait un moyen de les fixer? D'accord? Comme on fixe une photo normale, argentique. Est-ce que j'aurais un moyen de fixer mes algues, d'arriver à quelque chose qui pourrait être, par exemple, exposé pendant très longtemps? Et pour ça, évidemment, il faut qu'on garde nos algues vivantes. Et la question, c'est, donc, du coup, est-ce que je peux avoir un organisme vivant, mais immobile? D'accord? Et ça, c'est une vraie question, en fait, très intéressante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire bouger? D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire mobile? Alors là, je vous ai mis deux images d'organismes unicellulaires, de bactéries. Alors, ce que je vous ai mis à gauche, vous voyez, c'est des petits... alors, je ne vais pas rentrer dans les mots spécifiques, des petits filaments, en fait, autour d'une bactérie qui l'aident à se déplacer. Donc ça, c'est une des causes, une des origines du mouvement de la cellule. Et ça, à la limite, bon,
Mais le deuxième, ce que je vous ai mis à droite, c'est quoi? C'est une cellule qui se divise. Et évidemment, quand une cellule se divise, ben, il y a du mouvement. D'accord? Donc du coup, est-ce que je peux empêcher une cellule de bouger? Est-ce que je peux l'empêcher de se diviser? D'accord? Mais en la gardant vivante. Alors ça, c'est une question qui est effectivement très, très intéressante. Si on réfléchit un petit peu, et on pense à nous, quand on voit quelque chose ou quelqu'un qui ne bouge pas, d'accord? Ça résonne beaucoup avec l'idée de mort. D'accord? L'immobilité, quelque part, c'est « oh, il ne bouge plus ». Qu'est-ce qui se passe? D'accord? Alors, on sait bien qu'il y a une période, un intermédiaire entre bouger et être mort, en termes de mobilité. Alors, il y a des gens qui ont le sommeil agité. Mais je dirais, en moyenne, effectivement, la phase de sommeil peut être une phase où on bouge moins. D'accord? Et en fait, il se trouve que chez un certain nombre d'organismes, il y a un état qu'on appelle l'état dormant. D'accord? Et dans cet état dormant, alors, cet état dormant va faire que les organismes, alors à l'échelle de la bactérie, ne se divisent plus. D'accord? Ça, c'est bien, c'est ce qu'on veut. Ça veut dire qu'elles ne sont pas mortes, elles ne se divisent plus. Et elles ne bougent plus. D'accord? Mais elles ne sont pas mortes parce qu'en fait, comme elles ne se divisent plus, qu'elles ne bougent plus, elles ralentissent leur activité biologique. Elles vont utiliser moins d'énergie, moins de nutriments, etc. Typiquement, je vous ai mis de charmants animaux qui sont en hibernation. Et bien, l'hibernation, c'est un état de dormance. C'est un état où l'organisme va, dans ce cas particulier, par exemple, se préserver des conditions, enfin, être capable de se protéger de conditions hivernales où elle aura moins de nutriments et il fera froid. Comment est-ce qu'elle fait ça? Elle va s'immobiliser de façon à s'économiser. Ils ne sont pas morts. Ils sont juste dans un état dormant. D'accord? Donc ça existe chez des grands animaux, ça existe aussi chez les plus petits organismes. C'est soit des choses qui existent naturellement, ou c'est des choses qu'on peut induire. D'accord? Et là, c'est ce qu'on veut faire avec l'IA. On voudrait les faire rentrer dans un état dormant. Donc il y a des moyens biologiques, mais moi je suis chimiste. Du coup, il se trouve que ça rentrait, et c'est pour ça qu'il y a nous voir, ça rentrait dans quelque chose sur lequel on travaille depuis plusieurs années, qui est, peut-on immobiliser des cellules dans un milieu où elles peuvent continuer à vivre sans bouger et sans se diviser? Donc c'est pas un hasard si elles étaient venues voir en même temps. Et bien pour faire ça, d'abord, il faut, par exemple, dans le cas des algues dont a parlé Claude, il leur faut de la lumière quand même. D'accord? C'est des organismes photosynthétiques. Donc il faut qu'on imagine un milieu qui soit transparent. Un. Deuxièmement, si on veut les empêcher de se diviser par des moyens purement physiques, ben, si vous voulez empêcher deux choses de se séparer, il faut qu'ils n'aient pas l'espace de se séparer. Donc il faudrait qu'on ait un moyen de les bloquer, de façon à ce qu'ils ne puissent pas bouger, pas être capables de se diviser. Ils n'ont pas la place, ils ne le feront pas. Dans ce cas-là, il faut quand même que votre milieu soit suffisamment dur. Ça veut dire qu'il faut que la force des cellules qui se séparent soit beaucoup plus faible que la résistance de votre matériau, d'accord, de votre milieu. Donc si vous avez un milieu dur, transparent, et dont les conditions chimiques ne sont pas toxiques, vous avez une chance d'y arriver. C'est donc ce qu'on a fait, ce qu'on fait nous dans l'équipe en tout cas, et on a en particulier mis au point des systèmes qui sont à base de silice. Donc la silice, c'est le sable, hein, en gros, c'est les fenêtres. Sauf que nous, si on a une façon de le faire, je dirais, dans de l'eau. Voilà. On fabrique de la silice à partir de l'eau, sans chauffer, sans un souleveur de verre, etc., par une réaction chimique extrêmement simple. Voilà. Et le résultat, c'est ce qui est montré ici. Vous voyez en haut, si vous reconnaissez le type d'image que vous a montré Claude, ce que vous voyez autour de gris, c'est de la silice. D'accord? C'est quelque chose de minéral et de dur. Là, c'est des images à plusieurs échelles, ça c'est très important. Hein. Vous voyez ici, là, sur les petits flacons, ce que vous voyez, alors, ces flacons sont retournés, ils sont verts, c'est quoi? C'est notre fameux matériau dans lequel on a mis des algues vertes. L'image au milieu, c'est une image à une échelle intermédiaire, on est à l'échelle de la dizaine de micromètres, et on voit effectivement un bout de l'algue qui rentre dans le milieu minéral. Et tout à droite, on voit une coupe de l'algue, donc on voit bien la cellule entourée de la silice. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on sait faire. Je voulais juste mentionner qu'un des avantages de ces matériaux, c'est qu'on isole les cellules les unes des autres. Et ça a un effet sur les effets du current sensing qui ont été mentionnés. C'est qu'à partir du moment où on sépare les organismes les uns des autres, on change leur mode de communication. Et ça serait encore... voilà. Le point, c'est que c'est quelque chose qui est une technologie qui doit être adaptée à chacune des situations et des organismes qu'on utilise. Quand l'IA vient et nous dit
moi j'ai envie d'utiliser votre technologie pour mon procédé, et ben c'est pas un truc qui, ok, c'est bon, je sais faire, je saurais faire dans tous les cas. Ça demande beaucoup de travail d'adaptation. Donc voilà, les premiers essais pas forcément très positifs de ce qu'on arrive à faire avec l'IA, mais on avance. Et puis l'IA, elle dit, ok, maintenant que vous savez faire ça, j'aimerais bien aussi que mon matériau il change de couleur en 5 minutes, j'aimerais bien qu'il soit auto-nettoyant, j'aimerais bien qu'il soit bio-renouvelable, etc. Voilà. Donc tout ça, c'est des choses qui existent, mais seulement, c'est pas 5 minutes de boulot, hein, c'est une année de boulot avec quelqu'un qui sait le faire. D'accord? Donc, dans l'interface, c'est un vrai problème qui se pose. Alors, juste pour l'aspect concept, et je vais aller très rapidement, moi, comme je suis chimiste qui travaille avec la biologie, il y a plein de questions derrière ce que dit l'IA et ce qui intéresse l'IA. Il y a une vraie question qui est, est-ce qu'un organisme vivant, pour nous, c'est un objet chimique ou physique? Est-ce qu'on peut l'utiliser comme tel? Est-ce qu'on peut utiliser une activité biologique pour faire autre chose que son activité dite naturelle? Et surtout, finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Et je pense que c'est une vraie question dans ces domaines, synthétique et naturel. Moi, j'ai assisté à beaucoup de réunions avec des gens dans le domaine de l'écologie, etc. Et quand je leur dis tout ce que je fais, c'est naturel, parce que je fais partie de la nature, je me fais fusiller. Mais il n'empêche que il faut poser la question. Qu'est-ce que ça veut dire? D'accord? Et d'autres questions, alors, où je pousse un peu loin, c'est qu'est-ce que c'est la différence entre la chimie et la biologie? Quand vous me dites biologie de synthèse ou biologie synthétique, il y a le mot synthèse. Et synthèse, c'est un mot de la chimie. D'accord? Donc voilà les questions qui se posent. Donc il y a l'aspect biologie synthétique dont vous parlerez plus dans la journée. Il y a tout un aspect autour de ce qu'on appelle le biomimétisme. Là, vous voyez une pieuvre, et ce que vous voyez en dessous, en fait, c'est une réplique qu'on appelle biomimétique d'une tentacule. Ça, c'est du silicone. D'accord? Et ça a été développé pour avoir les mêmes propriétés d'adhésion que les tentacules. Mais il n'y a rien de naturel au sens accepté généralement dans ce tentacule. Voilà, et donc je vais terminer. Du coup, en vous disant tout ça, c'est bien joli, mais tout ça, ce sont des grandes réflexions globales. Je pense que le point où on en est actuellement, c'est que la pratique artistique, elle crée des expériences, d'accord, qui vont permettre éventuellement l'observation de nouveaux phénomènes. Mais pour comprendre ces phénomènes, il va falloir les étudier par une approche scientifique. Et je pense que la boucle, hein, elle est là. D'accord? Et d'où la question de comment est-ce qu'on se rapproche. Alors je reviens sur Étienne Klein, et je pense qu'il a une phrase qui est à laquelle je suis assez d'accord, mais contre laquelle il faut lutter, qui dit on va pas du tout, enfin à mon avis, contre lequel je suis complètement qui dit ce qu'on voit au fur et à mesure dans l'histoire de l'humanité, c'est qu'on ne va pas vers un rapprochement des domaines. On va vers leur éclatement, ce qu'il appelle une autonomisation. Alors, dans nos domaines, c'est juste parce qu'il y a de plus en plus de connaissances et qu'à la fin, personne n'est capable de tout connaître. D'accord? Alors, si c'est vrai dans un domaine scientifique, dans tous les domaines scientifiques, c'est évident. D'accord? Ça ne veut pas dire, et c'est un petit peu la conclusion de ce que je fais de mon expérience avec l'IA, c'est que la question n'est pas de savoir est-ce qu'on veut faire un travail à l'interface entre la science et l'art. C'est la question de savoir si cette interface entre science et l'art n'est pas un domaine en lui-même. D'accord? Ne cherchons pas à contribuer et à la science et à l'art, essayons de contribuer à cette interface entre la science et l'art en tant que domaine intrinsèque et autonome. Et là-dessus, je vous remercie de votre attention.